Merci Jean-Loup, merci à vous. Il est l'heure de notre table ronde intitulée « La psycho-oncologie peut-elle contribuer à sauver des vies ?» Je pense que là, on est carrément dans la suite logique de ce qui vient de nous être dit. Donc, avec nous pour en parler, le professeur Didier Coven, chef de service de radiothérapie à la Timone et à l'hôpital Nord, si vous voulez bien, mais je vous en prie, venez. Véronique Suissa, dont Jean-Loup vient de parler, docteur en psychologie, enseignante et chercheur à Paris 8, qui est donc à l'origine de cet ouvrage. Nous retrouvons avec plaisir Philippe Desjardins, qui est toujours directeur adjoint chargé des projets santé chez Malakoff Médéric. Chantal Zédé Sanders, psychologue, clinicienne, bénévole à ressources depuis près de 7 ans. Nicolas Girardin, que vous avez vu dans l'une des vidéos. Nicolas est bénéficiaire chez Ressources depuis 2014. Et enfin, on ne le présente plus, mais il s'est enfui. Et je ne sais pas où il est. Jean-Loup. Voilà. Alors, juste avant de démarrer cette table ronde, Jean-Loup vient de vous parler du professeur Blay, qui est un cancérologue et directeur du centre de lutte contre le cancer à Lyon. Il devait se trouver parmi nous ce soir, il devait être présent à la table ronde. Malheureusement, il n'a pas pu venir, mais il a accepté de répondre à une interview que je vous propose de regarder, qui est très courte. Globalement, ça fait maintenant plus de 30 ans en réalité que la psycho-oncologie et la psychiatrie dans le centre de lutte contre le cancer est devenue une partie intégrante de nos modalités de prise en charge. C'est extrêmement important. On a un psychiatre temps plein, on a des psychologues temps plein dont l'activité ne cesse de croître. Et pour des raisons très multiples, mais globalement, l'annonce du diagnostic est toujours un choc. Le suivi des patients et l'accompagnement de la personne pendant cette période est un point clé. Il ne s'agit pas seulement de traiter le corps, il s'agit aussi d'aider la personne à affronter ce traitement qui peut parfois être difficile, parfois pas très compliqué, mais parfois difficile, de la meilleure manière qu'il faut. Et puis bien entendu, les enjeux de vie, de mort, de traitement qui peuvent être mutilants, parfois sont des enjeux clés de la suite de la vie d'une personne. Parmi les choses qui sont importantes, il y a bien sûr la surveillance médicale, mais également des manières de mener sa vie en quelque sorte. L'exercice physique par exemple, et la reprise d'un exercice physique est un des thèmes très travaillés au sein de cet établissement, dans le cadre d'un département qui est dédié et qui a pour objectif de permettre aux patients qui ont peut-être pu abandonner une activité physique ou des exercices sportifs dans la partie précédente de leur vie, de s'y remettre, parce qu'on sait que c'est important pour un certain nombre de cancers et d'une manière générale pour la qualité de vie, pour la fatigue, de pouvoir se remettre à avoir une activité physique pour se sentir mieux et puis parfois même pour réduire le risque de certaines complications, voire même de certaines rechutes dans certains cancers. Donc c'est une approche qu'on intègre à notre parcours de soins, c'est clair, mais en même temps, ça n'est pas non plus la totalité de notre mission. Donc on a besoin de relais derrière et de pouvoir interagir avec les patients, surtout sur l'angle qui est au fond de notre mission, celle médicale, et de guider au mieux le patient pour la suite. Ensuite, il leur appartient, et on va les aider à ça, se réinsérer du mieux qu'ils peuvent en fonction de leur demande. Et je crois que c'est vraiment l'objectif des centres ressources de faire ce genre de choses. Merci. Alors, nous vous parlons beaucoup depuis tout à l'heure de médecine alternative, médecine intégrative. Alors, Véronique Suissa, Jean-Loup vient de le dire, vous êtes certes l'auteur d'un livre, mais au départ, c'était votre thèse, n'est-ce pas, justement sur l'impact des médecines alternatives et axé assez spécifiquement sur l'oncologie. Donc, peut-être que pour démarrer cette table ronde, vous pourriez nous expliquer justement quelles sont-elles, ces médecines ? Alors, bonjour. Le problème, c'est que je ne peux pas répondre comme ça parce qu'aujourd'hui, dans la littérature, on ne sait pas ce que c'est. Alors déjà, vous avez dit médecine alternative, il y a déjà une confusion entre médecine complémentaire et médecine alternative. Au-delà de ça, il faut savoir qu'il n'y a pas des critères de définition dans la littérature, il n'y a pas de classification de référence. On peut trouver plein de classifications et en fonction des classifications, on va mettre telle pratique et telle pratique. Pour les définir, il faudrait aussi pouvoir définir ce qu'on entend par médecine dite conventionnelle, officielle, allopathique et médecine non conventionnelle. Mais comment on fait quand on sait qu'il y a un mouvement d'intégration de ces pratiques dans notre système de soins ? L'exemple typique, c'est l'acupuncture.
Elle repose sur des fondements dits non scientifiques, c'est-à-dire énergétiques non reconnus actuellement par la science, mais n'empêche qu'elle est légalisée et dispensée par des médecins. Alors, médecine conventionnelle ou médecine non conventionnelle. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un fourre-tout qui fait qu'on mélange à la fois des thérapies dites non médicamenteuses, telles que celles conceptualisées par l'HAS, il y a un rapport là-dessus, des médecines dites complémentaires, des médecines dites alternatives. En 2 mots, on peut se dire que c'est un ensemble de pratiques hétérogènes dont finalement le seul point de convergence est le fait qu'elles ont des conceptions différentes de la maladie et de sa prise en charge. Voilà. Alors Jean-Loup, justement, par rapport à ce que Véronique vient de dire, comment est-ce que vous avez réussi justement à construire autour du pacte ou dans le pacte justement tout cet ensemble d'apports, ou même pour le côté bien-être du centre ressources? Le postulat de départ, c'est que c'est le patient qui décide. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça lui fait du bien, on l'accompagne. Évidemment, à partir du moment où ça lui fait du bien. Donc l'idée, c'est quand même de maîtriser, de vérifier qu'il n'est pas en train de se faire du mal en choisissant la technique. Après, l'idée, c'est qu'on est absolument d'emblée dans une démarche complémentaire et intégrative. Donc ça vient s'associer à la démarche de soins et dans l'idée, pour l'améliorer, mais pour le bénéfice du patient. Et on vérifie si cela va l'aider sur le plan bien-être, on vérifie que ça ne vient pas gêner la thérapeutique, et pourquoi pas voir si ça vient l'améliorer. L'activité physique peut même avoir un effet positif si elle est faite très régulièrement sur l'efficacité des traitements. C'est ce que disait le professeur Blay. Didier Coven, ce qui est intéressant et innovateur dans les centres ressources, est-ce que c'est la prise en charge globale? Bonjour. Bonjour. Merci. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer ici. Merci Jean-Loup et bonjour à toutes les patientes que j'ai pu voir, patientes qui étaient dans la salle et je vois qu'elles vont bien, ça me fait plaisir. Un petit bonjour également à quelqu'un que je ne connais pas mais qui est Marie-Pierre, la maman de Clarisse qui doit être dans la salle. Vous êtes au bon endroit ici. Alors, pour revenir sur tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, dans le pacte, c'est le point numéro 6 dont a parlé David Spiegel, à savoir la communication avec le personnel médical et améliorer la communication avec le personnel médical. Je constate que avec l'évolution de nos techniques, en fait, moi je suis un technicien au départ, je suis un technicien, je m'occupe des rayons, je fais de la radiothérapie, et je m'aperçois que petit à petit, on a désintégré le patient, vraiment au sens propre, c'est-à-dire que aujourd'hui, la radiothérapie se fait pixel par pixel, c'est-à-dire qu'on comme on a dit tout à l'heure, la prostate de la 12 ou la vésicule de la 14, nous, c'est le pixel, le pixel à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, et on arrive à faire des irradiations, on pixelise l'irradiation. Et donc, en faisant ça, c'est vrai que ce soit la radiothérapie ou que ce soit avec les progrès de l'imagerie, de l'informatique, quelque part, on a un peu désintégré, entre guillemets, le patient. Et je trouve que c'est bien de participer à un processus de réintégration, de réappropriation, de s'occuper de la personne elle-même. Et je crois vraiment que c'est le pacte et l'amélioration de la communication avec les patients est primordial. Jean-Loup lui-même, je pense, s'en est pas rendu compte, mais quand il parle de méta-analyse, je suis sûr qu'il y a les 3/4 des patients qui ne savent pas ce que c'est une méta-analyse, qu'il nous a montré des tas de courbes et des tas de traits avec des petits plots dessus qui sont très faciles à comprendre, mais avec des tas de chiffres et qui mériteraient d'être expliqués, que nous, on comprend au premier coup d'œil. Mais je suis sûr que personne n'a compris ces petits trucs dans la salle. Et donc, pas tout le monde, en tout cas, pas tout le monde. Je ne dis pas à personne, mais en tout cas, on a besoin d'adapter notre lexicologie, clairement, et d'aider les patients à mieux communiquer avec le corps médical. Nicolas, quand nous avons préparé cette table ronde, vous m'avez dit très peu d'hôpitaux prennent en charge les thérapies annexes, et pourtant elles sont vitales. C'est vrai ? Oui, vital. Dans le mot vital, il y a la vie, quoi. C'est indispensable à la vie. Oui. Je ne sais même pas quoi répondre, à part que oui. C'est évident. C'est tellement évident. Le parcours de soins n'est pas constitué uniquement d'une chimiothérapie ou de prendre tel cacheton.
La vie est plus large que la simple médication. Et ça en fait partie. Et ça en fait partie. Et on respire, le patient respire avant de prendre ses médicaments. Philippe, l'impact de la maladie, vous m'avez dit, elle est terrible d'un point de vue personnel, professionnel. C'est un peu ce que vous disiez déjà tout à l'heure. On ne se rend pas compte de l'impact qu'elle va avoir au niveau des troubles cognitifs, professionnels, familial. Et tout ça, ça l'emmène dans un isolement. Oui, tout à fait. Moi, je ne suis pas oncologue, je ne suis pas psychologue, donc je suis très heureux de me retrouver à cette table. Mais oui, ce que je voulais dire, c'est... Jean-Louis a parlé de tsunami du 11 septembre, c'est tout à fait ce que ressent la personne et son entourage. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on a une... mes collègues l'ont dit déjà, mais on a une vision très enfermée, un peu pasteurienne, des symptômes, un diagnostic, un traitement, et finalement on est formaté pour donner des médicaments ou faire de la radiothérapie, etc. Et on oublie tout l'environnement positif qui va générer la rémission, la guérison. Ça a bien été démontré dans l'étude PACT. Alors moi, je suis assez révolté de constater qu'aujourd'hui, on connaît des approches complémentaires. Le terme n'est sûrement pas bon, je suis désolé. Mais qui ont montré leurs preuves scientifiques. Il y en a. L'activité physique, la Haute Autorité de Santé a reconnu le rôle sur la fatigue, on vous l'a rappelé tout à l'heure, là, 40 à 50% de rémission supplémentaire, etc. Il y en a d'autres pour lesquels on a moins de preuves, mais il y a aussi le témoignage des patients et des patientes. Une socio-esthéticienne, je trouve ça formidable. Moi, j'ai rencontré des femmes transformées, qui, après une seule séance, avaient une autre image d'elles-mêmes, avaient envie de ressortir, avaient envie de retourner au travail, de se réinsérer socialement. Je trouve qu'on n'a pas le droit de se priver de ça. C'est très, très injuste. Alors, Agnès Buzyn a annoncé qu'elle allait prendre en charge, peut-être, l'activité physique, le psychologue, la nutrition. C'est bien, j'attends de voir quand même. Parce que, simplement, je vais terminer là-dessus par rapport à votre question, où j'ai un petit peu dévié. C'est que je trouve aussi révoltant de savoir qu'on a le droit à des soins tant qu'on est hospitalisé et qu'on n'a plus le droit quand on en sort. C'est absolument scandaleux. J'ai été bien accompagné par le ou la psychologue à l'hôpital. La diététicienne m'a apporté finalement des conseils, des recettes. Et puis quand je sors de l'hôpital, eh ben non, c'est fini. Et ces soins-là, si je veux continuer de les avoir, non seulement je dois choisir un autre professionnel, donc recommencer à raconter mon histoire, et en plus je dois payer. Alors que je suis pris en charge dans ce qu'on appelle une ALD, une affection de longue durée. Pourquoi on n'aurait pas un package global de tout ce qui va contribuer à la guérison de la personne et à sa qualité de vie, on a plutôt tendance à parler de quantité que de qualité, je suis désolé. Ouais. Chantal, justement, pour rebondir sur l'isolement et effectivement sur le fait qu'on se retrouve un peu tout seul quand on sort de l'hôpital, au sein du pacte, on a des groupes. Et quand on en a discuté toutes les deux, vous m'avez expliqué l'importance de ce groupe, justement. Oui, le groupe, donc on a entendu déjà que c'était un groupe d'environ 10 personnes, des explorateurs qui viennent un peu découvrir, ils ne savent pas trop quoi au départ. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Nico. Et ils pensent qu'on va se focaliser sur la maladie, et en fait, tout tourne autour d'eux. C'est des explorateurs sur eux-mêmes, en fait. Et le fait d'entendre, de partager tous ces ateliers qu'on propose sont suivis du côté de l'expérience de l'atelier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... c'est pas didactique. L'expérience est importante, et ensuite le partage dans le groupe. Et cette espèce de miroir, on ose parler, on ose se dévoiler, on ose être vulnérable, on n'en a pas peur, on n'en a plus peur au fur et à mesure du temps, puisque ça dure 1 an, on a le temps, on prend le temps pour soi, on se pose, on ralentit. Des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire tous les jours. Et ce groupe, effectivement, alors il y a des liens qui se créent, comme on a très bien entendu, il parle mieux que moi de ça dans les différents très beaux films que vous avez réalisés. Ce groupe est là pour recevoir cette parole, entendre ces mots, MOTS et mots MAUX, et
très humblement soutenir, renforcer, encourager, être présent. Voilà, donc c'est l'effet de groupe. Effectivement, c'est un travail très particulier et renforce tout ce qui se passe à ressources. Jean-Loup, est-ce que c'était important justement que la construction elle se fasse à la fois autour du groupe, mais aussi autour de l'individu? Le cœur de ressources, c'est de redonner l'existence à l'humain. Et on dit un autre regard sur le cancer, c'est notre phrase, un fétiche. C'est un regard qui n'est pas centré sur la maladie, mais la personne. Tout simplement. En fait, si on se recule, il y a ce petit point, cette maladie qui est visible là sur le scanner, on recule et on voit que c'est bien une personne dans un système, dans un milieu, et qui existe et qui a un pouvoir d'agir. Et après, ce pouvoir d'agir, encore une fois, c'est dans un système. Donc on n'oublie pas, c'est l'individu, mais il faut aider ce système et il faut l'aider à retrouver le lien, remettre de la communication. Quand on sait qu'en plus, c'est intéressant quand même, le cancer, c'est une maladie de la communication. La cellule cancéreuse ne communique plus avec l'entourage. Elle se sépare des autres cellules et elle va vivre sa propre vie pour le détriment des autres. Sur le plan biologique, ce qui se passe, et on voit sur le plan comportemental, si on rétablit la communication, on fait ça avec les médicaments, si on rétablit ça sur le plan émotionnel, autour, les faits sont là, on améliore les résultats. Voilà. Et donc le travail au début du petit ressource, où on faisait des soins individuels, c'était bien. Mais c'est quand on a pu vraiment venir à 900 mètres carrés, piscine hammam, qu'on est passé de 20 intervenants, qu'on a généré une espèce d'ouverture de thérapeutes qui sont venus de dire on veut venir, 80 d'un coup. Et puis surtout, là, le programme, on pouvait le faire. Alors que dans un petit ressource, ce n'était pas possible. Toutes les activités de groupe ont pris de l'ampleur à ce moment-là. Alors Véronique, je reviens vers vous donc, pour reparler de votre thèse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu justement quelles ont été les modalités de votre étude et peut-être les premiers résultats? Est-ce que ça corrobore ce que vient de dire Jean-Loup? Alors, déjà, pour prendre la question de l'impact, le titre de cette thèse, c'était l'impact des médecines dites complémentaires et alternatives chez les patients atteints de cancer. L'impact a été pris dans une perspective globale, à la fois en termes de bénéfices, de risques et de dérives. Volontairement, évidemment, parce qu'effectivement, quand on creuse la littérature, c'est un fourre-tout, et on se rend compte que ces pratiques, c'est ou super, ou c'est dangereux. C'est segmenté de cette façon, et on le voit bien avec la Mivilude et tout ce qui se passe, et du coup, on ne sait pas trop, et on mélange des pratiques insuffisamment prouvées, des pratiques validées, des pratiques douteuses, des pratiques dangereuses. Donc voilà, pour s'extraire un petit peu de tout ça, j'ai voulu proposer une approche plutôt psychologique, et j'ai donc interrogé 32 patients atteints de cancer qui utilisaient ou non ces pratiques de façon complémentaire ou alternative au traitement curatif, donc à la place d'eux. Et puis l'idée c'était de pouvoir mieux saisir un petit peu les caractéristiques de ce mouvement au sens large et puis évidemment de comprendre l'impact de ces pratiques. En termes de résultats, finalement 3 résultats à retenir. Le premier, c'est qu'il y a un impact positif, un impact global sur l'amélioration du vécu de la maladie. En comparant les utilisateurs de ces pratiques et les non-utilisateurs, on se rend compte que les utilisateurs vont mieux, qu'ils ont un meilleur moral, qu'ils ont moins de symptômes dépressifs, qu'ils ont une meilleure perspective sur les sphères finalement physique, psychique, sociale et spirituelle. Ils vont mieux que les non-utilisateurs. Ça, c'est le premier résultat. Deuxième résultat, qui est quand même très intéressant, c'est qu'on se rend compte que les utilisateurs ont une représentation plus négative de la médecine, du système de soins en général, et des relations plus conflictuelles avec les soignants au sein du système de soins. Donc ça fait un peu creuser et ça fait réfléchir. Finalement, quand on essaie de creuser et de comprendre ces résultats, on se rend compte qu'ils dénoncent un manque de coordination, qui dénonce un manque d'intégration de ces pratiques dans notre système de soins, un manque relationnel criant également, et que finalement, ces pratiques, au sein de ces pratiques, ils retrouvent cet aspect-là. Et le troisième résultat, il est lié à la question des dérives, et notamment de la rupture thérapeutique chez des patients, qui est liée, entre autres, à un ensemble de croyances chez des patients qui décident à un moment donné d'abandonner leur traitement curatif au profit de certaines méthodes douteuses, voire dangereuses. Voilà. Alors on va y revenir tout à l'heure, mais justement Philippe Desjardins, vous parliez tout à l'heure, vous disiez ce serait bien qu'il y ait une prise en charge globale et qu'à la sortie de l'hôpital, il y ait un package. On le fait comment ce package? En fonction de ce que vient de dire Véronique, on y met quoi dedans?
Je crois justement, elle avait posé toutes les bonnes questions auxquelles on doit répondre. C'est qu'il faut essayer de faire le tri dans ce que l'on peut honnêtement proposer, et puis également se méfier beaucoup de dérives. Je vais peut-être choquer, mais je trouve que le cancer est devenu un business dans lequel beaucoup de gens s'engouffrent. Et on a envie de s'en sortir, et parfois peut-être par tous les moyens. Et on prend des risques avec sa santé. Donc ce serait bien que les professionnels réfléchissent à ce qui peut être conseillé. Alors, il y a des associations comme l'AFSOS qui a fait des bonnes publications sur tout ce qui est soins de support, avec des mises en garde également, mais qu'on puisse avoir une sorte de consensus sur ce qui est conseillé, sur les personnes que l'on peut consulter, des mises en garde. Moi, j'ai vu un livret tout à fait intéressant fait par un phytothérapeute et un oncologue. Il n'y avait pas de guerre entre eux. Le phytothérapeute expliquait ce qu'étaient les plantes, les effets, et l'oncologue disait oui, mais alors si vous avez tel type de molécule, il faut mieux éviter parce que ceci, cela. Ceux qui prennent un traitement pour le cholestérol, une statine, comme on dit, savent très bien que c'est pas bien de l'avaler avec son jus de pamplemousse le matin. Donc il y a des choses comme ça qu'on connaît. Donc je dirais de mettre un cadre. Et en plus, quand on a ce cadre, qu'on donne les mêmes possibilités à tout le monde. On sait bien qu'il y a des inégalités territoriales, et puis qu'il y a des inégalités par rapport à ces accès aux différents soins de support ou complémentaires. Bien sûr, bien sûr. Docteur Coven, ce que vient de dire Véronique Suissa aussi sur cette... Alors, je ne vais pas employer le mot rupture parce qu'on l'utilisera plus tard, mais justement sur cette défiance vis-à-vis du corps médical. Ça vous parle, ça? Parce que justement, c'est quelque chose contre laquelle vous vous battez, puisque vous m'avez parlé. En fait, ce qui serait génial, ce serait de se diriger vers l'oncologie intégrative humaniste. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on voudrait tous. Mais il y a plusieurs écueils, en fait, à vous écouter là tous. On est tous d'accord. Il paraît, et c'est tellement évident qu'il faut être gentil, qu'il faut être... c'est tellement évident, quoi. C'est tellement évident que c'est mieux de faire du sport. C'est tellement évident qu'on est mieux tous ensemble que tout seul dans son coin. Mais il y a d'autres écueils, donc tout le monde le sait ça, mais on est tous pris dans une... J'ai pas envie de dire une routine, mais d'abord on a un manque de moyens qui est évident. Il y a probablement un manque je veux dire, ce que fait Jean-Loup quand même. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Ben si, quand même. Vu la quantité d'applaudissements qu'il a reçus, c'est exceptionnel. Vraiment, j'ai eu l'occasion de te le dire plusieurs fois déjà. Je vais quand même en rajouter une couche. Jean-Loup a fait venir en France des tests quand même, qui permettent d'éviter de faire des chimiothérapies, des trucs qu'il n'y avait pas en France. C'est lui qui les a fait venir. C'est-à-dire que Jean-Loup, quelque part, qui est quand même oncologue médical au départ libéral, a quand même contribué à scier la branche sur laquelle il était assis. Au profit, non mais c'est vrai, au profit des patients et au profit de son association, etc. Donc je suis profondément admiratif de ce qu'il s'est fait, de ce qu'il a fait. Et donc nous, on a ce manque probablement de recul chez les jeunes. On a un manque de moyens, un manque de volonté, de volonté d'engagement. Et c'est vrai que voilà. Donc je pense oui qu'il faut vraiment rapprocher les gens et dans un esprit véritablement humaniste. Nicolas, quand on s'est rencontrés pour l'interview qu'on a vue tout à l'heure, vous nous avez raconté effectivement un petit peu votre parcours et vous avez des mots assez durs justement sur la façon, enfin durs ou réalistes, sur la façon dont ça se passe chez le médecin et en quoi être considéré essentiellement et seulement comme un patient, ça a un impact aussi sur la maladie. Un rendez-vous médecin, c'est 15 minutes. C'est la norme économique française. Donc, est-ce qu'en 15 minutes, un praticien, un expert reconnu va pouvoir à la fois pratiquer son art et à la fois voir la personne que je suis et m'accompagner sur les latéraux, sur autre chose que le cancer? On parle beaucoup du cancer, la vilaine tumeur, on la voit très bien, mais elle est portée par un corps entier qui respire, qui prend ses médicaments, qui va aller faire du sport s'il veut se sortir, etc. Est-ce que le système, aujourd'hui, économiquement parlant, peut supporter de dépasser ce quart d'heure
Et quand je quitte l'hôpital, je ne suis pas hospitalisé, donc je quitte l'hôpital, je me retrouve dans la rue. Qui m'accompagne, qui s'occupe de moi, et je suis en trouble. J'ai une vilaine tumeur qui me pourrit la vie. Et il y a la tumeur d'un côté et le pourrissement de la vie. Cette vie a une répercussion sur mon état physique, mon état mental, ma relation avec ma famille, mon conjoint, ma relation avec mon travail. Donc le système aujourd'hui est très bien fait pour prendre en charge la lutte contre la tumeur. Par contre, le reste, il est où Chez Ressources. Chez Ressources. Alors, pour les gens qui... Ouais, on a beaucoup parlé de séparer le cancer de la personne. Et c'est une... Mais concrètement, pour le bénéficiaire que je suis, ne voyez pas en ressources le fait que... Voilà, on associe ressources au mot cancer. La vilaine tumeur... quand je rejoins le pacte, on pourrait se dire je vais avoir un groupe de paroles qui ne va parler que cancer. Et comment je te fais la piqûre, et quel médicament tu prends, et la diarrhée, comment tu la gères. Et en fait, non, tu me coupes, si c'est ça. Est-ce que quelqu'un qui a un cancer peut rire le lendemain? On lui annonce qu'il a un cancer, est-ce qu'il peut rire? Est-ce qu'il peut sourire? Vous, oui. Est-ce qu'on peut se faire des vannes? Donc dans le pacte, on se retrouve dans un milieu où, ok, on est là pour sortir de son cancer et lutter contre, mais aussi on est là pour vivre et respirer. Et dans le groupe, on se fait des blagues, et on a le droit de vivre. Et cette vie-là, on ne la retrouve pas à l'extérieur, parce que si on vous annonce un cancer pendant la première semaine, est-ce que vous pouvez rire avec votre voisin? Votre voisin que vous allez croiser dans le palier, il va vous dire... Ah, oh, pauvre monsieur, vous avez un cancer. Oh, la vie est triste. Oh, je souffre pour vous. Mais moi, j'ai aussi envie de rire, envie de vivre, envie de boire un verre et de profiter de la vie. Et voilà. Donc, le pacte des ressources, c'est pas. Pour quelqu'un qui est de l'extérieur, ne pensez pas que c'est juste. On soigne la tumeur, la méchante tumeur médicalisée, c'est plutôt la vie. Et pour monter le reste, il va falloir vivre et respirer comme il faut. Et donc, la ressource est là et le pacte est là pour ça, quoi. Chantal, est-ce que pour monter l'Everest, comment en parler après Nicolas? Bah oui. On va essayer. Vous allez très bien vous en sortir, j'en suis sûre. Est-ce que pour monter l'Everest, ce fameux engagement moral, quand on rentre dans un pacte, il y a un engagement moral, ce que vous m'avez dit, oui, envers soi, envers ressources, envers le groupe. Est-ce que cet engagement moral, c'est ce qui porte aussi? En grande partie, oui. C'est une implication entière. Oui, tout à fait. Pour monter l'Everest, il faut déjà de bonnes chaussures. Il faut être bien équipé. Et on propose l'équipement, on propose des outils, et de manière autonome, comme Jean-Loup l'a dit tout à l'heure, les personnes vont essayer, elles vont choisir, elles vont pousser leurs limites en ayant toujours la bienveillance envers eux-mêmes, et comme frontière justement à ne pas dépasser. Mais ils vont se pousser, ils vont avoir des challenges et dépasser tout ça. Effectivement, une personne, ce n'est pas qu'un corps, c'est un esprit, c'est un mental, des émotions, c'est tout ça. Donc on considère la personne en entier. Oui. Véronique, vous parliez le troisième enseignement, donc vous parliez justement de la fameuse rupture, où justement on se tourne vers des dérives. Est-ce que ça résumerait ce qu'on vient de dire? C'est-à-dire, est-ce que c'est par défiance du corps médical? Est-ce que c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, on en arrive à rompre les liens avec le corps médical et avec la médecine traditionnelle? Merci pour cette question, parce que je ne savais pas quelle allait être votre question, et j'allais vous dire, je veux faire un pas de côté pour aller un peu plus loin, et j'allais justement vous proposer de vous raconter une situation clinique que j'évoquais hier. J'intervenais hier à Nîmes
à l'université de Nîmes sur cette question des médecines complémentaires alternatives et où je citais une situation clinique. Et j'aimerais bien la partager parce qu'elle touche justement à la question de la rupture thérapeutique. Donc, dans le cadre de ma pratique de psychologue clinicienne en 2018, j'ai été interpellée par le médecin coordonnateur, assez paniqué. Véronique, il faut absolument que tu ailles rencontrer cette patiente. Tu comprends, on y a tous été, infirmières, aides-soignantes, kinés, ergo, donc toute l'équipe, parce qu'elle refuse de faire ses traitements curatifs et elle se soigne avec des méthodes douces. Donc, il faut que tu y ailles pour la convaincre de faire ses traitements curatifs. Alors, de deux choses l'une, évidemment, comme ici tout le monde, on est bien d'accord que les traitements du cancer sont vitaux. Il n'est pas question de remettre ça en cause. En revanche, moi, en tant que psychologue, j'estime que mon travail n'est pas de convaincre un patient d'aller à l'encontre de ce qu'il veut. Mais c'est de peut-être l'entendre, écouter sa demande. Chercher à comprendre. Voilà, chercher éventuellement à comprendre, si tant est qu'il en a envie. Donc c'est déjà partir du patient, de l'écoute et de ce qu'il est. Et donc j'ai été rencontrer cette patiente. Et en frappant à la porte, la première réaction m'a sessiée parce que j'ai senti effectivement la pression institutionnelle qu'elle avait pu subir. Donc je portais la blouse blanche qui vient effectivement dire que j'appartenais peut-être à l'équipe. Allez, encore une, si vous êtes là pour me convaincre, c'est pas la peine, vous pouvez sortir. Ah non, mais moi je suis pas là pour vous convaincre, vous faites ce que vous voulez. J'ai bien entendu que vous vouliez pas faire vos traitements, ça ne me regarde pas. Moi je viens simplement pour me présenter si vous en êtes d'accord. Déjà la tension, elle avait diminué, on sentait que déjà elle avait simplement besoin d'être écoutée. Et puis en échangeant, on a pu effectivement parler et elle a pu exprimer ses craintes des effets secondaires qui sont légitimes. Sa temporalité psychique n'est pas la même que l'urgence thérapeutique et de la temporalité physique. Donc il y a aussi ces dimensions-là aussi à prendre en compte dans un système où tout va vite, où il faut aller vite dans l'urgence, etc. Et elle pesait clairement le pour et le contre. Elle dit, mais je ne suis pas folle. J'ai des craintes, j'ai 80 ans, je fais le pour, le contre, on me prend pour une folle, on ne m'écoute pas. Et finalement, ce que j'entendais, c'était derrière aussi une espèce de rejet d'injonction aux soins et au prendre soin. Et évidemment, elle parlait de ces recours. À noter que c'était un second cancer et que lors de son premier cancer, elle avait accepté qu'elle prenait ses traitements en complément. Tout ça pour dire qu'il y a une véritable réflexion à mener sur le terrain entre l'articulation entre sécurité et liberté individuelle. Comment on articule ça sur le terrain? Ce qui est sûr, c'est que ça se fait avec le patient. Et pour l'anecdote, on s'est revus à plusieurs reprises. Elle a accepté ces traitements curatifs. Mais que fait-on de ces patients qui abandonnent les traitements curatifs? Dans mon étude, il y en a eu 8, dont 5 ou 6 qui se sont désistés. Donc potentiellement, j'en aurais une quinzaine. Ils ne sont pas dans le système de soins. Que fait-on de ces patients qui abandonnent au profit de méthodes douteuses? Donc il y a un champ. J'entendais, mais qu'est-ce qu'on en fait de ces pratiques? Mais que fait-on de la question, par exemple, de la formation des praticiens? On parle de techniques, lesquelles sont bonnes, lesquelles sont pas bonnes. Mais quelqu'un qui se dit praticien en hypnose formé avec un DU universitaire et quelqu'un formé en un week-end, c'est pas la même chose, c'est pas la même pratique. Comment aujourd'hui on met les bases, la question de la formation, la question de la législation, sur quels critères on intègre ou non des pratiques? Il y a des véritables questions de terrain à poser. Comment on articule ça avec des centres ressources sur le terrain? Combien de patients? D'ailleurs, c'est ce qui a animé mon sujet de thèse, pour les questions d'orientation. Non, moi je ne veux pas que vous m'orientez vers un psy, je veux que vous m'orientez vers le yoga. Ah, d'accord. Donc je vais chercher. Ah bah mince, elle habite dans le 94, elle n'a pas le droit au yoga. En revanche, vous avez le droit à la relaxation. Ah ouais, mais la relaxation, ça ne m'intéresse pas. Alors il faut que la patiente déménage. On arrive à une espèce de sectorisation de ces soins. Et en fonction de là où on habite, on a le droit d'accéder à un soin ou pas, plus ou moins payant, plus ou moins cher. Mais où va-t-on? Il y a du bon sens à remettre dans tout ça. Jean-Loup, j'imagine que tout ça, ça vous parle. Ça sera ma dernière question avant qu'on laisse s'exprimer la salle. Moi, il y a quelque chose qui me turlupine depuis le début, en fait, donc je vais en profiter, puisqu'on est entre nous, pour vous poser la question. Vous êtes oncologue médical et effectivement, souvent, enfin en tout cas, bon nombre de bénéficiaires que j'ai rencontrés m'ont dit ma chance, ça a été d'être soignée par le docteur Mouissé. Mais oui, parce que du coup, la proposition de venir faire un pacte, d'intégrer ressources, elle est venue de façon totalement naturelle. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment est-ce que vous êtes perçu parmi vos collègues? Est-ce que c'est... Eh oui. Il m'adore. Parce que je pense que vous êtes effectivement un des rares à avoir cette double casquette, justement, d'oncologue médical et de responsable des centres ressources. Comment ça se passe? Est-ce que c'est admis? Est-ce que c'est compris? Ceux avec qui je travaille, ceux avec qui j'ai peut-être des difficultés, c'est ceux qui ne me connaissent pas.
et qui sont étonnés de voir les recommandations que je fais aux patients, parce que je les vois en deuxième avis. Bon, mais ceux avec qui je travaille savent parfaitement que j'assure mon travail, que je connais les consensus, et que quand je propose une approche qui est personnalisée, adaptée, il y a une raison. Qu'ils peuvent ne pas partager, mais il y a une raison. Il y a une raison. Donc, et c'est pas difficile à faire comprendre? Forcément, enfin, même des fois sur des choses toutes simples, hein, c'est avoir mis en place le Taxol Herceptin, mais dans le groupe où j'étais, ça a été... Ils n'ont pas discuté. Enfin, je vois avec Didier sur l'étoile. Enfin, je sais que dans d'autres endroits, proposer une chimiothérapie, Taxol Herceptin, ça a l'air de rien, mais il n'y a plus d'anthracycline, ça veut dire qu'il n'y a plus de perte de cheveux. C'est une chimiothérapie où si on met un casque, après un cancer du sein, on ne perd pas les cheveux. Je pense que c'est un détail qui est plus que pas négligeable. Eh bien, ça c'est très intéressant ce que je raconte là, parce que c'est issu d'une étude qui n'était pas randomisée, hallucinant, où on a soigné des patientes atteintes de cancer du sein avec une chimiothérapie, mais sans randomiser comparé à notre protocole. Les résultats, ils sont juste qu'avec 7 ans de recul, il y a 97% de taux de guérison. Donc tout le monde est d'accord. Mais en même temps, on est d'accord sur le plan de la preuve scientifique, on n'est pas bon. Mais tout le monde est d'accord. C'est le bon sens. Il y a un moment, c'est bien. Le bon sens existe en médecine. Regardez, c'est aujourd'hui devenu une référence, ce protocole. Mais nous, on a commencé alors que ça faisait à peine 3 ans de recul. Mais en même temps, il y avait un rationnel. C'est-à-dire que l'idée, c'était qu'il y a un résultat qui est intéressant. Oui, il n'y a pas encore beaucoup de recul. Mais il y a un rationnel. C'est-à-dire que le rationnel, il est, je suis sur le point de vue du patient. Avec ce protocole, elle ne va pas perdre ses cheveux. C'est super important. En situation métastatique, c'est un protocole qui fait référence. Donc si ça marche bien dans les situations plus graves, évidemment que ça va marcher dans les situations moins graves. Et on a un recul quand même de 3 ans. C'est pas rien. Donc la logique, c'est vrai qu'il y a une part de réflexion, mais à ce moment-là, on n'est pas dans l'attente du consensus absolu. Mais parce qu'on est concentré sur le patient. Oui, puis parce que sinon on avance. Et si on a une équipe avec qui on peut discuter, ça se passe autrement. Mais dès qu'on commence à rentrer dans des processus très administratifs, évidemment que c'est le système qui est en place et plus le personne. C'est ça la difficulté. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose? Je voudrais juste rajouter quelque chose à ce qu'il vient de dire, c'est très important. En médecine universitaire, on nous apprend à faire de ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, la médecine basée sur des évidences. Effectivement, dans la plupart des cas, on fait de la médecine basée sur des évidences. Mais il y a quand même des domaines où il faut être en avance sur les évidences. Pourquoi? Parce que, par exemple, dans le cancer du sein, où on a des évolutions très longues, et où, quand on pose une question dans un essai clinique, où on dit on va comparer tel groupe et tel autre groupe, eh ben, le temps de recruter les patients, ça peut prendre 4-5 ans, il vous faut des effectifs énormes, il vous faut les suivre pendant 5-10 ans, et donc quand vous avez la réponse à votre question 15 ans plus tard, en fait, les pratiques ont très largement évolué et très largement changé. Et donc, il faut arriver, c'est toute la difficulté, c'est-à-dire arriver à anticiper sur ce... Et ça, c'est difficile pour un universitaire d'anticiper sur ce que vont être les résultats et les choses, sans tomber dans l'erreur de faire de la médecine non basée sur des évidences. Je vous propose un petit temps d'échange avec la salle. Il y a des jeunes filles que je ne vois pas bien qui doivent avoir des micros. Voilà, elles arrivent. Oui, merci beaucoup de m'avoir invitée. J'avais visité le centre avec mon mari en 2014 à Aix-en-Provence et j'ai été traitée dans un centre oncologique en France. J'ai suivi beaucoup de soins de support. Je participais à 3 types d'associations durant mon année en France, puisque je suis franco-sénégalaise et je suis basée à Dakar. Et vraiment, j'étais très émue de voir justement un centre si humain et aussi si qualitatif, avec des gens si gentils et bienveillants. Donc, dans les statuts de l'association que j'ai créée, j'ai mis explicitement que je voulais, que nous voulions, puisque nous étions 10, créer 2 sortes de choses, un centre ressources à Dakar et une maison verte écologique. Et c'est mage, hein. Écologique, à l'image de la princesse Leila Selma au Maroc. Et je trouve que depuis ce matin, les problèmes sont les mêmes. Bien sûr. Que nous soyons en France, au Sénégal ou ailleurs, simplement il faut adopter et adapter. Et vraiment, je suis très contente et je repars très nourrie
de tout ce que j'ai entendu. Et puis aussi, je suis assez réconfortée quand j'ai entendu une dame ce matin, un médecin, dire qu'il lui a fallu 15 ans, à travers 3 étapes, pour pouvoir faire un chemin qui soit vraiment satisfaisant pour les patients. Donc ça aussi, c'est bien. Alors moi, la question que je pose là, c'était lié au début, bon, j'ai été un petit peu en retard, mais monsieur m'a dit que finalement, je n'avais pas raté, parce qu'il y avait eu un petit retard aussi. Vous avez dit qu'il faut la solidarité au niveau des bénéficiaires. Et ça m'intéresse beaucoup, puisqu'au Sénégal, on n'a pas le même... Enfin, moi, j'ai la chance d'avoir travaillé en France, donc d'avoir une retraite française. J'ai 66 ans. Et donc, mais au Sénégal, il n'y a pas la sécurité sociale. Hein, et malheureusement, les dépistages font que 75% des patients qui sont pris en charge, on sait que leur pronostic vital sera... Parce que c'est très grave, en fait, on va dire ça comme ça. Donc, il n'y a pas de moyens financiers. Et ça m'intéresse beaucoup de Mais savoir... votre question, pardon, c'est sur les bénéficiaires et la solidarité. Au sein du centre ressources. Et puis, de manière générale, vous avez beaucoup insisté sur ça, l'importance de cette solidarité au niveau des bénéficiaires. Jean-Loup, Nicolas Plusieurs réponses. Je sais pas, parce que les mutuelles, c'est pas beaucoup développé non plus, mais c'est vrai que quand on a des mutuelles qui ont compris que ça avait intérêt à proposer ce type d'approche justement solidaire, où là, on organise la solidarité, le Malakoff, par exemple, paye le programme pour ses sociétaires. On espère que toutes les autres mutuelles vont suivre cet exemple. Voilà, parce que c'est utile pour le patient, c'est utile pour l'entourage. Les patients qui suivent le programme deviennent des vrais... des gens qui vont presque éduquer tous leurs enfants parce qu'ils n'ont plus envie qu'ils sont malades, donc il faut leur apprendre aussi ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est vertueux. Ça, c'est une première solidarité. La deuxième, c'est qu'à Ressources, par exemple, aussi, même en France, c'est compliqué. Les soins d'esthétique, les soins d'ostéopathie, c'est pas remboursé. Et donc, quand on a organisé cette solidarité, qu'on a des esthéticiennes, des ostéopathes qui donnent de leur temps, alors ils y gagnent parce que, comme toujours, quand on donne, on reçoit. Ils apprennent aussi, ils ont des gens qui sont tellement demandeurs qu'ils ont des séances qui sont très, enfin ils le disent souvent, des séances qui sont très fortes. Ils sont en demande et du coup, évidemment, l'effet thérapeutique est plus fort. C'est évident quand il y a une attente et une demande. Donc le bénéficiaire, enfin le thérapeute, il profite de ça, même si c'est bénévole, il ne gagne pas d'argent, mais bon, alors il y a du mécénat de compétences éventuellement qui peut défiscaliser, mais bon, il ne vient pas là pour ça. Et enfin, on a cette organisation, c'est-à-dire par exemple, là je vois sur le Nutravance, Nutergia, c'est des petits laboratoires qui font des compléments, des vitamines et autres. On a nos petites pharmacies solidaires. Ils nous font des cadeaux, ils nous donnent des produits, et on ne les donne pas à tout le monde, mais on les donne à ceux qui en ont besoin. Ceux qui n'en ont pas besoin, ils participent, ils font des dons, etc. Donc on a tous ceux qui ont les moyens qui nous donnent des sous, tous ceux qui n'ont pas de moyens qui sont là, qui un jour rendront les choses, peut-être par du temps ou autre chose. Mais ça marche. C'est-à-dire que Ressources est une entreprise sociale où 90% des gens vont donner une participation financière au centre, 10% ne donneront rien, mais c'est normal, il n'y a pas de souci. Donc on arrive par cette solidarité, on pense au test OncoDNA, on a cité tout à l'heure le test OncoDip par exemple, qu'on a réussi à rendre gratuit pendant 2 ans. Voilà, c'était parce que le centre Ressources ne prescrivait pas le test, c'est les médecins qui le prescrivaient. Mais nous, on le rendait accessible gratuit pour n'importe qui. Donc en tout cas, le conseil, c'est vraiment de rester dans un concept où on est d'accord, c'est pour tout le monde, on ne fait pas de ségrégation, on ne sélectionne pas, mais on est solidaire pour tout le monde. Et voilà, quand je pense qu'on propose quelque chose de solidaire, on attire l'aide. Beaucoup de bonnes âmes. Merci Jean-Louis. Est-ce qu'il y a une autre question ? Il faut lever la main très haut parce que... Ah, voilà, mesdemoiselles. Bonjour, donc... Bien près le micro. Vous me troublez, docteur. Pardon. Donc voilà. Moi, j'ai retenu lorsque vous avez fait passer les tableaux concernant le professeur David Spiegel. Spiegel, ça veut dire miroir, c'est étonnant. Ouais. Ça veut dire miroir en allemand. Donc, vous avez parlé sur un tableau, ça a été présenté, c'est améliorer la communication avec les médecins. Donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est par rapport à ce que j'ai pu entendre et rencontrer, puisque j'ai eu un cancer du sein, c'est des médecins radiologues qui peuvent vous dire des phrases qui sont un peu surprenantes et choquantes aussi. Donc, on parle actuellement de psycho-oncologie, mais je crois que
De l'autre côté aussi, il faudrait aussi peut-être l'entendre. Pour exemple, moi j'ai un médecin, un radiologue qui m'a dit, parlant de mon oncologue, en disant mais il a encore rien compris parce que j'avais eu une séance de chimiothérapie avant de passer un PET scan. Donc je lui ai quand même répondu que je lui faisais entièrement confiance à mon oncologue et je n'avais pas à entendre ça. Alors selon les personnes qui peuvent être plus sensibles par rapport à ça, ça peut être choquant, ça peut être perturbant. Donc ça, je pense qu'il faudrait aussi en prendre conscience. Ou un autre exemple, j'ai eu, parce que j'avais passé ma première échographie et mammographie, on m'a dit, votre cancer a explosé. J'ai dit, mais j'en ai de partout. Donc voilà, tout ça, ça peut être choquant. Et ça, je pense qu'il faudrait peut-être l'entendre aussi. On en revient par rapport aux patients. Au problème de communication. Alors là, pour le coup, avec les patients et interprofessionnel aussi. Juste pour rajouter dans votre ligne, moi ce que j'aime bien, c'est même les bâtiments sont conçus comme ça. On va chez un radiologue, pour faire un IRM ou un scanner, on est reçu par un aspect administratif et on ne rencontre pas le médecin, et le médecin radiologue, sauf si on le demande. Et même le bureau du médecin radiologue n'est pas accessible, il n'est pas fléché, il n'y a pas marqué « bienvenue ». Et si on demande à le voir, il va nous recevoir dans ce qui est son bureau, son aire de travail, qui n'est pas faite pour recevoir les patients. Et on est reçu debout, et le radiologue va nous expliquer devant son écran qu'on a ci, ça, etc. Pour aller dans votre sens, même le bâtiment ne reflète pas le désir de communication. Ah ben ça, tout à fait. Mais je peux vous dire, j'en ai passé 2 de PET scan. La deuxième fois, je dis, je ne vous laisse pas ma carte vitale parce que je ne veux pas voir le médecin radiologue. Si vous gardez la carte vitale, il vous la donne après en sortant aussi. Donc voilà. Alors c'est complexe, je dis un mot quand même, parce que pour ça, moi je propose de façon générale que normalement le radiologue ne dise rien du tout. Sauf s'il y a une urgence absolue et vitale. Sauf s'il y a une urgence absolue. Pourquoi ? Parce que annoncer quelque chose sans vous donner la solution, c'est drôlement difficile. Moi, j'ai une position drôlement simple. Enfin, je m'excuse de simple, tout est relatif, mais j'annonce une mauvaise nouvelle. Mais j'ai la bonne nouvelle avec un patient qui est venu, qui me dit c'est horrible, on m'a dit ça a progressé, c'était marqué comme ça. Et je dis ah non, c'est beaucoup mieux. Oui, non, mais c'est rare, mais ça arrive. Donc juste les radiologues, on a besoin d'eux, absolument. Ah mais tout à fait. Il y a une urgence, bien sûr, il se dit il faut aller vite aux urgences parce qu'il y a un problème qu'il faut régler maintenant. Mais sinon, c'est pas à eux de communiquer parce que par contre, et c'est ce qu'on enseigne au groupe, il y a une part qui vous revient, à vous les patients et à tout le monde. C'est ne pensez pas que le système marche tout seul. Vous prenez un rendez-vous d'examen. Si vous avez une mauvaise nouvelle, vous serez content d'avoir le médecin tout de suite derrière. Donc vous avez prévu le rendez-vous. J'ai prévu le rendez-vous scanner, j'ai prévu le rendez-vous avec le médecin, le cancérologue derrière. Parce que sinon vous allez rester avec un résultat terrible peut-être. Et combien j'ai de patients pour qui il faut que je leur explique 10 fois ? Mais c'est vrai qu'il y a des troubles cognitifs. Vous prenez rendez-vous. Merci. Et vous prenez rendez-vous avec moi derrière. Et combien j'en ai qui m'appellent en urgence, et nous on est déjà débordés, enfin on a des journées de 14, 15 heures, 16 heures, et c'est intense. Et on a les patients qui nous disent j'ai fait le scanner, je voudrais voir. On va rapidement Nicolas, parce qu'après on va prendre la question. On va se lancer des vannes un peu quand même. Dans le pacte, on a une formation comment parler aux blouses blanches. Et moi j'ai beaucoup appris avec ça, parce que... c'est des robots, hein. C'est dire, en fait, cacher la communication non violente. On ne saute pas à la gorge de son praticien, on ne l'engueule pas, on apprend à reformaliser, on apprend à poser des questions. Et donc, le pacte permet cette meilleure communication parce que le patient aussi, le bénéficiaire, a aussi un progrès à faire. On va prendre la question de Madame devant rapidement, parce qu'on est très en retard. Alors, je me dépêche. Même si j'ai un milliard de trucs à dire, mais bon, c'est pas grave. On a tous beaucoup de choses à dire. Donc, je m'appelle Christine. Et moi, j'ai pas eu le cancer. Moi, je suis juste la maman d'une Clara qui a eu le cancer à l'âge de 14 ans. Et en fait, je suis extrêmement d'accord avec tout ce que vous avez dit parce que c'est violent. Et moi, j'ai pas le cancer. Moi, je l'ai pas eu. Mais j'ai vécu, à travers ma fille, cette violence, ce tsunami. Par contre, j'ai eu la force de faire des choses qu'elle, en tant que malade, n'a pas eu la chance et le pouvoir de faire. En particulier, lui faire suivre une scolarité. Parce que j'étais aussi dans le monde enseignant et beaucoup me disaient « Oh, ta fille, elle est malade.
Mais comme si je ne l'avais pas vu, que ma fille laisse-la se reposer. Ouais, mais ma fille, aujourd'hui, elle n'a jamais redoublé une seule classe, elle est en licence 3. Et ça, c'est génial. Par contre, et moi, j'admire ce que vous faites. En fait, je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle « Moi, j'ai pas le cancer ». Et ce que vous faites, je trouve ça génial. Parce qu'en fait, dans ce livre, ce que je veux faire apparaître, c'est tout ce que vous faites et qui n'existait pas, en tout cas en 2014, et qui n'a pas du tout existé pour les adolescents. Parce que moi, quand ma fille a eu 1000 fois envie de se suicider, que j'ai appelé l'hôpital en disant « Mais qu'est-ce que je fais ?» Et il me répondait « Eh bien, on ne sait pas. Au niveau international, on ne sait pas quoi faire. Avec les ados, c'est la partie la plus compliquée de ceux qui ont des cancers. Et on ne sait pas quoi en faire. » Et moi, je restais avec ma fille qui avait envie de se suicider dans sa chambre et qui hurlait. Donc, j'habitais Privas, le centre ressources, ça existait beaucoup après qu'elle ait fini ses soins oncologiques, parce qu'il faut savoir aussi que ma fille actuellement a d'énormes, et ça on n'en a pas du tout parlé aujourd'hui, on a parlé beaucoup de la psychologie, mais on n'a pas parlé des séquelles physiques, c'est-à-dire qu'elle a eu une leucémie aiguë lymphoblastique type T, elle a été soignée 2 ans quasiment en stérile, sortie de ses amis, de la vie sociale, elle est revenue, on lui a dit, les médecins lui ont dit « Ah c'est super, maintenant Clara, ta vie elle va être normale, tu vas pouvoir retourner ». Putain, mais c'est pas vrai, la vie, elle n'est pas normale quand on revient. Alors, quand on est un adulte, j'en sais rien, et je pense que c'est pas pareil. Mais alors, quand on est une ado, il n'y a rien qui est pareil. Il n'y a rien du tout qui est pareil. Aujourd'hui, elle a une prothèse de hanche, elle a les genoux nécrosés, une algodystrophie au pied, elle est sourde d'une oreille, et elle a à voir les gencives qui sont en train de se nécroser. Et on lui a dit, mais ouais, mais ça, c'est pas... Il a fallu que je me batte avec l'oncologue pour qu'il me fasse un papier au bout d'1 an, pour qu'il dise, oui, c'est possible que ça soit dû à ses traitements, à sa leucémie. Et on est en train de se battre pour faire rembourser les 1 500 € de soins de frais dentaires que ça lui coûte tous les ans. Alors Véronique, ça, c'est un détail. Qu'est-ce qu'on... pardon, Chantal, désolée. Je voulais juste... d'abord, merci de nous confier tout ça. Quand je suis rentrée au centre ressources, on avait créé... parce que je suis là, mais en fait, on est une équipe. Hein. On est 5 ou 6 thérapeutes. Voilà, donc je représente tout le monde. Quand je suis rentrée au centre ressources, on avait créé un groupe, on avait remodelé un peu le pacte pour créer un groupe d'accompagnement pour les parents d'enfants malades. Il a été évoqué très brièvement les accompagnants, les aidants de la personne donc, atteinte de cancer en tant qu'adulte. Il y a d'ailleurs un groupe, Rolly, je ne sais pas où tu es, qui s'occupe de ça, qui facilite ces groupes-là. Mais voilà, vous êtes accompagnante d'un enfant, d'un adolescent, d'une adolescente. Et c'est vraiment difficile de ne pas avoir d'espace où vous pouvez venir aussi déposer ça, parce qu'on sent bien que vous en auriez besoin, que vous avez besoin de cet accompagnement. Elle en a besoin, vous en avez besoin. Voilà, je voulais juste ajouter que oui. C'est une situation difficile, effectivement, par manque de structure, par manque de disposition. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des aidants, parce que voilà, on est en retard et que sur 3 heures de temps, malheureusement, c'est vrai que le sujet est tellement vaste, tellement large, et malgré tout tellement passionnant qu'on n'a pas pu, mais il faudra envisager. Ce que je voulais juste rajouter aussi, c'est que vous nous avez dit que votre fille avait poursuivi des études. Oui. Voilà. Et j'aimerais qu'on s'arrête aussi là-dessus. Waouh. Et bravo à vous. Waouh. Messieurs, dames, merci beaucoup. Merci. Jean-Loup, je vous poserai juste une dernière question. Et maintenant, alors pas et que vais-je faire, parce que ça je le sais, mais maintenant, c'est quoi la suite? Eh bien, qui même me suivent. On a prévu. Vous avez bien compris, notre objectif, c'est que ça puisse essaimer. Il y a d'autres expériences remarquables en France qui se font. Ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'évoluer, ils ont besoin de cadres. Nous, notre volonté, on est là. Et on n'a qu'une envie, c'est que ça puisse se répandre et être disponible pour tous. Et effectivement, pour les personnes touchées, pour les accompagnants, pour les enfants malades et les enfants de personnes malades. C'est ce qu'on fait à Ressources là. On sait que c'est possible, qu'on peut le faire et que ça apporte énormément. Voilà, on vous l'a démontré. Maintenant, tout seul, on n'y arrivera vraiment pas. On a besoin de vous.
vous qui en parlez autour de vous, qui en parlez à des chefs d'entreprise, qui en parlez à des mutuelles, pour leur dire, allez, là, il y a quelque chose à faire, vraiment. Et vous savez comme moi, hein, c'est des causes qui rassemblent. Ouais, et je crois qu'on a tous besoin de ça, de sentir, on est français, mais surtout, avant tout, on est des êtres humains. Voilà, c'est une belle cause. On n'a rien à perdre dans cette histoire. Donc je vous invite à nous rejoindre et à nous accompagner, nous aider. Merci. Merci. Merci à tous pour la qualité de ces échanges. Alors, vous ne l'avez sûrement pas vu parce qu'il était habilement caché pendant toute la durée de ce colloque. C'est un homme qui dessine. Alors, il dessine ce qu'il entend. Et j'imagine qu'il a entendu énormément de choses aujourd'hui. Il dessine ce qu'il entend avec beaucoup de talent et il le restitue avec panache et humour. Merci d'accueillir Laurent Bogossian. Cette nuit, j'ai rêvé que je l'appelais et qu'il ne venait pas. Je suis là, Sylvie. Je n'aurais loupé ça pour rien au monde. Bonjour, messieurs, dames. Vous avez un écran, c'est super, comme ça vous n'aurez pas à vous retourner pour voir le dessin. Donc je sais que j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais essayer d'être très synthétique. Sachez toutefois que chaque mot qui a été prononcé aujourd'hui aurait pu donner lieu à un dessin tout entier et à une quinzaine d'heures de restitution. Donc je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Le dessin vous sera remis après, du moins de manière numérique, pour que vous-même puissiez avoir une interprétation toute personnelle de cette restitution. Donc nous nous sommes retrouvés aujourd'hui, donc à Aix-en-Provence, ici, et donc j'ai remarqué que cette rencontre était quand même centrée autour d'une forme de rotondité, c'est-à-dire déjà la salle, d'accord, le fait qu'on soit à Aix, la ville des fontaines, et puis on est sur le boulevard périphérique, vous voyez, comme ça. Donc je me suis dit, tiens, les gens ont dû arriver d'un côté du boulevard, par ici, et puis peut-être de l'autre, à pied, etc. Et rapidement est apparu ce symbole avec les deux flèches, vous voyez, c'est du pur subconscient. Et je me suis dit, ça va être un événement basé sur... Il y aura beaucoup de cœur, ouais, beaucoup d'émotions. Et je n'ai pas été déçu, effectivement. Un événement très très riche en émotions. Donc vous êtes arrivés nombreux, de toutes parts, pour venir ici au centre des congrès, parler du PPACT Ressources, une vision à 360 degrés. Donc effectivement, un rapport à la rotondité. Donc certains sont passés par le café, histoire de tous se retrouver. Et alors le ton était donné dès les premières minutes, puisque les larmes de Sylvie m'ont tiré des larmes à moi, qui ont commencé à tomber sur le papier, et il a fallu que je les lève. Et on a commencé avec une chanson, donc Stand By Me, qui en fait sonnait comme Stand By Us, hein, c'est-à-dire le rassemblement. C'est ensemble que nous serons plus forts face à l'adversité. Et puis donc vous êtes rassemblés ici dans cette salle. Les premiers applaudissements n'ont pas tardé à arriver. Vous avez même tapé en musique, donc vous étiez déjà connectés les uns aux autres. D'habitude, dans les entreprises, on fait des jeux d'inclusion pour que les gens se connectent. Là, pas besoin. Bam! C'était d'une efficacité redoutable. Et on a entendu une chanson donc, très très émouvante qui disait « Bienvenue » et qui disait « On va parler, c'est pour une histoire d'homme ». J'ai préféré marquer « Pour une histoire d'humain ». Parce que je suis humoriste, il faut faire attention sur des propos qui pourraient être un peu trop machistes, qui excluraient les femmes, etc. Donc j'ai préféré mettre effectivement une histoire d'humain. Oui, vous voulez m'applaudir? Applaudissez-moi, applaudissez-moi. Oui, ça me va bien, merci. Et tout à coup, donc Sylvie a appelé quasiment le maître de cérémonie de cet événement, le docteur Jean-Louis Mouisset. Mais j'ai eu l'impression que c'est Johnny Hallyday qui arrivait sur scène. Hein, allumez le feu, c'est la folie. Monsieur, je ne me suis jamais fait applaudir autant que vous aujourd'hui. Il va falloir me donner votre secret, hein, le secret de l'engagement, la fidélité, l'abnégation, la résistance, la persistance, le lien à l'autre. Il va falloir que vous nous formiez, monsieur, définitivement. Exact, mais attendez, il en a la capacité. Et le message que j'ai retenu de votre première intervention, c'est que en tant qu'humain, nous avons un humain a des besoins, d'accord ? Et que nous sommes humains avant d'être malades, patients, atteints d'eux. C'est lui qui l'a dit. Hein. Et donc c'est vrai que nous sommes des êtres d'émotions, nous avons des émotions qui nous traversent, nous traversons parfois la solitude, la peur,
le lien, et nous avons besoin pour dépasser tout ça, l'art-thérapie, la sophrologie, la méditation. Question, en quoi est-ce si différent que d'être juste humain? Est-ce que cela ne concerne que des gens atteints de cancer? Ben, on ne va pas y arriver, merci. Parce que la réalité, c'est que c'est comme nous tous. À part la souffrance, je ne me comparerai pas à des gens atteints de maladie. Hein, voilà. Je dis juste que ce qui ressort comme valeur, c'est que nous avons besoin de tout ça déjà à la base, en naissant. Mais on ne le voit pas parce que des fois, notre ego nous en empêche. Mais non, je n'ai besoin de personne. Mes émotions, je les gère. Il n'y a aucun problème. Je suis quelqu'un d'intelligent, moi. J'ai un diplôme, j'ai un MBA. Ah, les gens, il faut qu'ils avancent. Je suis un manager. Oui, je sais me connecter à eux, bien entendu. Allez, tu fais ce que je te dis, t'es gentil. Hein? Notre ego, il faut apprendre à le voir, donc déjà pour soi. Et c'est ça qui va nous permettre de le voir pour les gens atteints d'un cancer. Et c'est vrai qu'on voit mieux à 360 degrés. Parce que, vous savez, dans notre société hyper individualiste, on marche dans la rue comme ça, on avance. Allez, poussez-vous là, j'ai rendez-vous. Allez, hop, téléphone, machin, etc. Mais si on s'arrêtait, et qu'on commence effectivement à regarder plus à 360 degrés. Ah, vous êtes là? Ah, monsieur, il ne m'écoute pas avec son portable. Ah, je vous en prie, monsieur, c'était juste un peu d'humour. Oh, il y a un dessin, super. Ah. Et l'avantage, c'est que quand on commence à voir de plus en plus de choses à 360 degrés, on revient au point de départ et on voit les choses différemment. Ah, mais vous étiez là? Mais je vous avais pas vu. Je savais pas que vous étiez dans ma vie. Ouais. Oh. Et puis vous êtes beau. Ah, vous êtes beau. Ouais. Non, ça va. Non, je me suis permis parce que monsieur m'a salué. Donc effectivement, il faut apprendre à voir autour de... Ah, merci. C'est pas ça, c'est parce que t'es trop long. Il faut apprendre à voir effectivement à 360 degrés. Et surtout, il va falloir apprendre, de ce que j'ai entendu, c'est à prendre soin de nous et prendre soin de nous. C'est-à-dire qu'il faut prendre soin de nous pour après prendre soin de nous. L'accompagnement, c'est résoudre un problème individuel par des solutions collectives. C'est ce qui ressort de cette intervention aujourd'hui. Alors c'est sûr qu'il faut de l'humilité. Je ne suis pas... Bernard Tapie a dit récemment, je réalise que je suis crevable. Vous voyez, il faut du temps parfois. Hein, il faut du courage pour demander de l'aide. Il faut l'acceptation de ce qui nous arrive. Et il faut donc ce qu'on appelle du lâcher-prise. Tout ce qui a été dit effectivement sur le fait de dire, passons sur quelque chose qui est vraiment visible, c'est que finalement, il faut d'abord savoir comment est-ce que je me vois moi-même. Se lever l'étiquette de malade, quoi. Je suis humain avant d'être malade. C'est très très dur. Mais comment peut-on imaginer d'y arriver seul? C'est parce que notre entourage va nous donner un effet recul que nous verrons différemment. Exister, c'est être perçu. Nous n'existons qu'au travers du regard que nous envoient les autres. Si le regard est bienveillant, nous verrons mieux nous-mêmes. Nous sommes humains avant tout, et au travers du temps et de l'espace, nous sommes le fruit d'une histoire collective. Nous sommes liés à jamais. Hein? Voilà. Et donc, en fait, ce que ça fait apparaître, c'est qu'ensemble, nous avons moins peur. Si je suis atteint de maladie, je suis terrifié. Entouré, j'ai moins peur. La question, c'est pourquoi attendre la maladie pour le réaliser? Nous avons déjà peur. Qui a peur de tomber malade? Qui a peur de mourir? Qui a peur pour ses enfants? Attention, on complique. Qui a peur de mourir et de ne pas réaliser tout ce qu'il pense avoir à réaliser sur Terre? Qui a peur de mourir parce qu'il a peur pour ses enfants et qu'il ne pourra plus s'en occuper lui-même, du haut de son ego, ne réalisant même pas que la première personne dont il doit s'occuper, c'est lui-même? Nous sommes déjà des êtres chargés de peur. Et il nous l'a dit, le docteur Spiegel. Débarrassez-vous de l'anxiété. Concentrez-vous d'abord. Reconnaissez la tristesse, la peur. Alors après, on a eu des témoignages qui nous amenaient à regarder vers d'eux-mêmes. J'ai oublié le nom de la personne de la mairie qui est médecin, je ne sais pas si vous êtes là, Madame Sicard, qui nous a dit il faut donner envie à la personne, le lendemain matin, de croquer la pomme. Qui veut croquer la pomme demain matin? Pas besoin d'être malade pour ça. Mais parfois on l'oublie, parce qu'on a des textos, on a des portables.
Et finalement, on se recentre sur mon rôle, mon essence, mon destin. C'est le témoignage des gens qui ont bénéficié du centre ressources. Et au final, il y a un lien entre la démarche collective et la démarche individuelle. Un rapport aux sensations qui est fort. Je veux régler la maladie parce que je dois être fort dans mon mental, sauf que pour vivre une vie terrestre, c'est le corps qui nous permet ça. Quand on est malade du cancer, on n'adresse pas que le corps, mais c'est quand même au travers du corps qu'on va survivre sur Terre. Ne l'oublions pas. Est-ce que nous prenons soin au quotidien de notre corps? Qu'est-ce que nous nous infligeons jour après jour? Pourquoi en arriver là? Les gens, une personne m'a particulièrement touché dans le témoignage, une personne, un homme donc d'un certain âge, qui a dit que cet événement lui avait permis d'être moins en guerre avec lui-même, trouver la paix, la sérénité, se reconnecter au plaisir et au bien-être. Une autre personne a dit « j'ai frôlé la mort ». Et c'est vrai que finalement, ils allaient isoler chacun dans nos cases un peu individuelles, mondialisées, hein, bien consuméristes. On oublie le fait que si on frôle la mort, on va réaliser quoi? Nous sommes fragiles. Et c'est une force. Ça nous permet de nous adapter. Parfois, nous sommes seuls, nous avons peur. Mais pas que. On réalise aussi, effectivement, qu'on peut survivre et surtout qu'on peut vivre. Parce que la réalité, c'est que nous pensons que nous avons peur de la mort. Je vous laisse finir la phrase. Nous avons peur de vivre. C'est cette personne atteinte d'un cancer depuis 7 ans, cancer du pancréas, qui, elle a plus peur de vivre. Je dois partir aux USA, je vais faire mon tour. Elle y va. C'est une guerrière. Elle a posé genoux à terre, elle a ramassé l'épée, nous dit monsieur. Ça nous arrive tous. Vous êtes dans votre voiture, et d'un coup, vous avez l'envie irrépressible d'aller voir votre meilleur ami. Celui avec qui vous partagez tout. Alors vous dites, ah ben j'y vais. Ah oui, mais non. Si ça se trouve, je vais le déranger. Et puis, si j'y vais et qu'il n'est pas là, je vais être déçu. Non, je préfère ne pas y aller. Et puis même s'il est là, il ne va jamais oser me dire que je le dérange. Donc finalement, on continue notre route. Je pense que ces gens-là, ce n'est qu'une interprétation, ne pensent plus comme ça. Ils savent que chaque instant est précieux, qu'il faut le saisir, littéralement. Donc au final, peut-être que nous devrions apprendre à ne plus avoir peur de vivre avant que la maladie nous rappelle que nous sommes mortels et que notre objectif au final, c'est d'être ensemble et d'être accompagnés après la maladie. C'est ce qu'ont dit les gens de la table. On ne lâche pas les gens une fois qu'ils sont guéris. C'est sur le long terme. Notre histoire collective, elle est universelle, intemporelle, éternelle. Nous serons liés au travers du temps et de l'espace. Et que si nous adoptions cette attitude, nous ne serions plus comme des cellules cancéreuses, hyper individualistes, qui font leur vie de côté, et parce qu'elles sont individualistes, tuent le système complet. Nous serions effectivement une cellule collective avec les autres, pour que globalement, effectivement, nous apprenions à vivre une vie pleinement. Merci beaucoup, messieurs, dames. Merci. Voilà, cette fois, c'est vraiment la fin. J'espère que ce colloque vous aura intéressé, qu'il vous aura interpellé. Mais j'espère aussi que vous aurez été touchés et émus par cet espoir et cette vague de vie qui jaillit des centres ressources tous les jours. N'oubliez pas, le 5 octobre, c'est la foulée ressources. Voilà, il y a déjà plus de 1000 inscrits, dixit Monsieur Ahmed Rachid derrière moi. Donc maintenant, en plus, vous savez que c'est bon pour la santé de faire du sport. Donc surtout, n'hésitez pas une demi-seconde. Pour les journalistes qui sont intéressés, Karine vous attendra au point presse. C'est là où vous êtes arrivés ce matin. Vous trouverez en bas à l'extérieur un super cocktail, mais en plus des stands où vous pourrez trouver effectivement le livre du Dr Mousset et le CD de Karim Medjiber dont était tiré Histoire d'homme qu'on a entendu tout à l'heure au tout début. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là aujourd'hui. J'étais très fière de vous accompagner. Merci. J'aimerais juste un petit merci à toutes les équipes de Free Team qui nous ont accompagnés pour cette conférence. Muriel, Cédric, Laurent, Karine, Sylvie qui est là, présente, Jean-Étienne aussi, et elle me regarde de loin et qui nous suit depuis des années sur tous les colloques, l'agence Atoucom. Remercier le traiteur aussi, la personne qui nous a fait le café ce matin. Merci, c'est encore une belle aventure humaine. Merci à vous.